Donc effectivement, je suis journaliste, je suis pas codeuse, j'ai fait un peu de HTML et je continue à en faire, mais on va dire que mes compétences s'arrêtent à peu près là. En revanche, je m'intéresse à l'Internet depuis assez longtemps quand même, on va dire depuis le milieu des années 90. Je m'intéresse aussi aux logiciels libres à peu près depuis la même époque et je m'intéresse pas mal aux hackers depuis plusieurs années. Et donc, comme cette page d'accueil vous l'indique, je vais évidemment parler de code, mais je vais aussi beaucoup parler d'éthique, de politique au sens large et noble du terme, et de pourquoi les deux sont, à mon sens, très liés, et pourquoi les développeurs, aujourd'hui, ont véritablement des responsabilités pour l'héritage qu'ils laisseront, pour le dire avec de grands mots, mais de manière générale, dans le monde qu'ils dessinent. Alors, je vais repartir vraiment aux fondamentaux et à ce à quoi ressemblait un ordinateur dans les années 50. Voilà, en gros, l'ancêtre des smartphones d'aujourd'hui, c'est toujours assez impressionnant. Donc, ils sont arrivés dans les facs américaines, effectivement, dans les années 50, notamment au MIT à Boston. Et pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que, en fait, dès que ces gros bahuts ont commencé à se retrouver dans les environs d'un certain nombre d'étudiants, il y en a qui n'ont eu qu'une seule envie à partir de ce moment-là, c'était de s'en approcher, c'était de comprendre comment ça fonctionnait, et c'était éventuellement de leur faire des trucs qui n'étaient pas prévus forcément au départ. Et c'est ceux-là qu'on a appelés les hackers originellement, qui ne sont pas, comme le veut l'image médiatique dominante des pirates informatiques, mais qui sont vraiment à l'origine des bidouilleurs de code. Il y a un bouquin absolument extraordinaire que je vous invite vraiment très très chaudement à lire, d'un journaliste américain qui s'appelle Stephen Levy. Le titre anglais, c'est Hackers, Heroes of the Computer Revolution. Et la traduction française, donc le livre est sorti en 1984, ce qui est assez étonnant. La traduction française date de 2012, donc il a fallu quand même attendre un certain temps. En français, ça s'appelle L'éthique des hackers. Et c'est absolument passionnant parce que ça retrace effectivement cette histoire des premières communautés étudiantes dans les facs qui, en gros, venaient même la nuit pour rôder autour de ces gros objets, pour essayer de s'en approcher et pour essayer de leur faire des choses, et qui ont beaucoup développé des modes de fonctionnement qui étaient beaucoup à base de do-it-yourself, à base de libre circulation de l'information, des choses qu'on retrouve évidemment aujourd'hui dans les problématiques autour de l'Internet, et qui d'ailleurs au départ étaient, au MIT en tout cas, membres d'un club de modélisme ferroviaire, pour la petite histoire. Et c'était les gens en fait qui fabriquaient les circuits des petits trains, qui ont voulu toucher aux ordinateurs et qui ont commencé à faire des choses comme de la musique ou comme des jeux, alors que évidemment vous vous doutez bien que ça n'était pas forcément prévu pour ça originellement. Et c'est aussi ces profils-là qu'on retrouve toujours dans les universités au moment où commence à se développer l'ancêtre de l'Internet. Il y a une espèce d'intrication toujours assez étonnante avec des yeux européens entre la recherche militaire, les universités et le monde de l'entreprise, qui s'est effectivement manifesté autour de l'informatique dans les années 50 et autour de la naissance d'ARPANET à l'époque dans les années 70. Ah non, hop, c'est par là. Et donc là, vous avez effectivement une carte de l'ARPANET au milieu des années 70, donc avec à l'époque, en 73, c'était 35 ordinateurs connectés. Évidemment, ça laisse songeur. Aujourd'hui, on en est à quelque chose comme 3 milliards d'internautes. Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est à quel point, dans sa manière même de se constituer, le réseau a complètement absorbé la manière de fonctionner en fait, de ceux qui l'ont construit. Et justement, cette idée de l'information doit circuler librement, cette idée qu'on fait les choses par soi-même, parce que ces étudiants-là se méfiaient beaucoup de la bureaucratie universitaire qui les empêchait en fait de tenter des trucs, tout bêtement. Donc ils étaient, on pourrait dire anarchistes, ou en tout cas libertaires, voire libertariens dans un certain nombre de cas. Mais il y a toujours eu cette idée qu'il faut se méfier de l'autorité et qu'il faut plutôt fonctionner de manière horizontale. Et c'est très frappant de voir comment la manière dont Internet s'est construit et la manière dont il a façonné aussi les pratiques de ses utilisateurs est totalement imprégné de ça. Et alors d'ailleurs, il y a un schéma, moi pour le coup, que je trouve assez fascinant, qui explique très bien ça. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça sous les yeux.
Donc Paul Baran travaillait dans un think tank qu'on appelait le RAND, R-A-N-D, dans les années 60, qui était un think tank qui bossait en fait pour l'industrie de la défense américaine, hein, notamment. Et en 64, il planchait sur un problème qu'on lui avait soumis, qui était en gros d'imaginer une infrastructure de communication qui résiste à n'importe quoi, y compris à une attaque nucléaire. C'est pas lui qui a inventé Internet, mais lui a quand même mis sur pied ce schéma où vous avez en fait 3 modes d'organisation différents. À gauche, vous avez la centralisation. Au milieu, vous avez la décentralisation. Et puis à droite, vous avez la distribution. Et de ces réflexions, Paul Baran est sorti avec l'idée que le réseau résilient, y compris à une attaque nucléaire, c'est le réseau totalement distribué, c'est-à-dire où il n'y a pas de point de vulnérabilité et où, en fait, si on supprime un point, ça n'empêche pas tout le reste de fonctionner. Et ça a clairement aussi, par la suite, dans les années 70, inspiré les concepteurs d'ARPANET. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à quel point ce mode d'organisation-là, ce mode d'organisation de réseau de communication, a évidemment des conséquences politiques au sens large du terme, parce qu'on a vraiment une infrastructure distribuée, on n'a pas de centre, donc on n'a pas ce qu'on appelle, ce que les sociologues appellent les gatekeepers, c'est-à-dire les gardiens des portes, des gens qui, à un moment donné, concentrent du pouvoir ou de la parole. On est dans quelque chose de totalement horizontal. Et effectivement, c'est d'un point de vue politique aussi, ça change tout. Ce qui explique les sociologues qui travaillent sur l'Internet, c'est qu'à partir du moment où le réseau se développe, les médias, par exemple, ou les institutions ne sont plus les seuls à avoir la capacité de la parole publique, mais que cette parole publique-là, elle devient l'apanage de tout le monde. Et ça, évidemment, ça change aussi le débat public, ça change aussi la manière de s'organiser. Et notamment, ça permet des organisations en réseau. Et la naissance de communautés. Alors, il y a un autre livre que je vais vous recommander qui s'appelle « De la contre-culture à la cyberculture », dont l'auteur s'appelle Fred Turner. Là, il est sorti plus récemment. Il est sorti à la toute fin des années 90, je crois, ce qui veut dire qu'on l'a traduit en français une dizaine d'années plus tard, quand même. Et il explique très bien ça, c'est-à-dire comment, effectivement, il y a eu une rencontre, en fait, dans les années, à partir des années 70, entre les geeks, les gens qui, justement, travaillaient sur ce réseau naissant, et ce qu'il appelait les néo-communautaristes américains, c'est-à-dire les gens qui ne se satisfaisaient pas tout à fait de l'organisation politique de leur temps, et qui, en gros, décidaient de partir à la campagne. Alors, c'est ce qu'on a connu en France avec le Larzac, hein, en gros. Sauf qu'aux États-Unis, ça a donné un truc assez étonnant de communautés, effectivement, de néo-ruraux qui, en même temps, se sont intéressés aux ordinateurs, se sont intéressés à l'informatique. Et parce qu'il y avait notamment ce catalogue qui s'appelait le Whole Earth Catalogue, qui permettait d'acheter tout et n'importe quoi, y compris les premiers ordinateurs. Et c'est les gens qui faisaient ce Whole Earth Catalogue qui ont lancé Wired, en fait, quelques années plus tard. Et en fait, moi, ce que je trouve effectivement très frappant, c'est à quel point, finalement, en Europe, en général, quand on n'est pas tout à fait content de son système politique, on essaie de le renverser. C'est un peu du passé, faisons table rase. Il y a dans la manière dont les premiers théoriciens d'Internet ont évolué quelque chose qui relève de on construit à côté, on va construire des réseaux, on va construire des communautés et on va essayer en fait d'expérimenter les choses autrement. Et ça, c'est pareil, ça fait aussi partie de ce que j'appelle moi l'éthique imprégnée du réseau. C'est-à-dire que même si ces discours ne se retrouvent pas forcément de manière aussi tranchée, l'idée de réseau, elle est complètement intrinsèque aujourd'hui aux pratiques des internautes. Et Dieu sait si on le voit, notamment dans l'utilisation des réseaux sociaux, sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. Et c'est pour ça qu'y compris, il y a pas mal de sociologues ou de philosophes qui parlent même effectivement de politique, en fait d'Internet comme forme politique. C'est-à-dire on a la distribution, on a la circulation de l'information, parce que ça, c'était quelque chose de très important chez les premiers hackers, l'idée qu'une information doit parvenir de son point d'origine à son point d'arrivée, sans être altérée, sans être transformée et sans être empêchée, tout simplement parce que c'est plus efficace, en fait. C'est ça qui est assez intéressant, c'était une éthique qui était très pratique, en réalité. Et évidemment, le faites-le vous-même,
Et c'est pour ça qu'on parle, dans le cas d'Internet, d'un sociologue français, par exemple, comme Dominique Cardon, dit c'est un réseau où l'intelligence est à la périphérie. Elle n'est jamais au centre. Elle n'est jamais dans les tuyaux, elle est toujours dans tous les points qu'il compose. Et ça, évidemment, c'est une forme d'organisation sociale assez particulière. C'est pour ça que j'ai compris, moi j'ai rencontré des hackers qui disent qu'Internet est un réseau fondamentalement anarchiste par sa nature même. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais en tout cas, il y a quelque chose qui remet en cause les fonctionnements anciens, qui remet en cause les hiérarchies verticales et qui véritablement change la donne. Alors ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on voit dans ce que je disais tout à l'heure sur la prise de parole publique. C'est vrai qu'on est aujourd'hui à quelque chose comme 1 milliard de sites web, 200 millions de blogs. L'autre chiffre, moi, que je trouve très frappant, c'est sur les 3 milliards d'internautes, il y en a quand même 68% qui utilisent au moins un réseau social. Et puis, il y a aussi tout ce qui est construction collaborative des savoirs. L'exemple, évidemment, le plus réussi, et je crois qu'on trouve à peu près plus aucun réactionnaire aujourd'hui qui dirait que Wikipédia passe son temps à mentir et qu'il faut absolument conserver une encyclopédia universalis dans sa bibliothèque. Mais Wikipédia, c'est effectivement pas loin de 2 millions de contributeurs dans 287 langues, et avec des modes, y compris de modération interne, qui sont assez complexes. Il y a même eu pour le coup des vraies études là-dessus, sur les processus de validation, par exemple, de Wikipédia. Donc c'est extrêmement organisé, contrairement à ce qui se disait d'ailleurs à ses tout débuts. Et on se rend compte qu'effectivement, aujourd'hui, tout le monde peut recevoir de l'information, mais aussi tout le monde peut émettre de l'information, et ça, c'est quand même un changement assez fondamental. Et il y a aussi, évidemment, Wikipédia en est un exemple, toutes les capacités de coopération que ça entraîne. Mais bon, voilà. Ça, c'est pour, on va dire, la théorie et le côté enthousiasmant de ce qu'on appelle la révolution numérique, même s'il faut toujours faire attention avec les grands mots, mais enfin, on est quand même dans un changement assez majeur. Mais ça n'est jamais si simple. Alors pour le coup, ça c'est un petit rappel, je pense que c'est quand même toujours utile de rappeler que tout le monde n'est pas égal devant Internet et qu'il y a effectivement une vraie différence entre les pays développés et les pays dits en voie de développement. 78-32, pour le pourcentage de la population qui a accès au réseau, ça fait quand même une grosse différence, et avec évidemment des différences régionales qui sont encore plus fortes, puisque 75% des Européens ont accès à Internet, 19% des Africains ont accès à Internet. Donc ça fait effectivement, c'est effectivement un vrai gap. À ceci près quand même, et ça je trouve ça assez intéressant, c'est que notamment pour l'Afrique, ça évolue très vite, c'est-à-dire qu'il y a un an c'était 16%. Et on est passé à 19% là en très peu de temps, alors qu'en Europe, ça n'a pas bougé. Et ça, pour le coup, ça se fait essentiellement via l'accès à l'Internet mobile, via la téléphonie mobile qui permet effectivement un accès qui reste minoritaire, mais qui est quand même de plus en plus rapide. Et puis bon, l'Europe est un peu distancée aujourd'hui par l'Asie du Sud-Est. Donc on n'est même pas les plus internautes, si je puis dire. Même si je crois que le chiffre en Islande est de plus de 90% de la population connectée, donc c'est effectivement assez impressionnant. Mais ça, c'est quand même toujours un truc qu'il faut avoir un peu en tâche de fond, c'est qu'il y a une vraie fracture numérique selon les continents, selon les pays, et évidemment aussi selon les zones. Je pense que vous avez tous entendu parler des zones blanches, par exemple, en France. Il y a quand même des coins où c'est plus compliqué d'avoir accès à Internet que d'autres. Et donc ça, évidemment, c'est un facteur d'inégalité qui est assez fort et qui est probablement le plus difficile d'ailleurs à combattre. Le deuxième, c'est s'il s'agit de faire un état des lieux des libertés en ligne, c'est ce genre de choses. Alors j'ai pris évidemment le cas plus spectaculaire, qui est la manière dont Internet est censuré en Chine. Donc là, vous avez en fait une capture d'écran d'un site d'une ONG qui monitore justement ça, qui s'appelle Great Fire. Elle fait pas que ça. Elle fait aussi en sorte de créer des sites miroirs pour permettre aux internautes chinois d'avoir quand même accès à ce qu'on leur interdit en théorie.
Ils avaient d'ailleurs fait, le 12 mars dernier, une opération en commun avec Reporters sans frontières, justement, pour mettre en place des sites miroirs de pas mal de médias censurés dans divers pays, dont la Chine. Et d'ailleurs, j'imagine que vous avez entendu parler des problèmes qu'a eu GitHub récemment, qui s'est pris de grosses attaques par déni de services distribués. En l'occurrence, c'est, si je puis dire, à cause de GreatFire, parce que GitHub héberge le système que GreatFire a mis en place, enfin le code que GreatFire a mis en place justement pour créer des sites miroirs. Et donc ils ont été attaqués en masse parce qu'il y a de quoi contourner la censure en Chine sur GitHub. Y compris, voilà, ça donne aussi une autre vision de ce que ça peut être aujourd'hui les questions géopolitiques en ligne et comment un site collaboratif pour codeurs peut se retrouver en première ligne attaqué par l'État chinois quand même, parce que c'est pas tout à fait rien. Alors je disais c'est l'exemple le plus frappant parce qu'il y a évidemment la Chine, il y a évidemment l'Iran, enfin voilà, il y a tous ces pays pas sympas où on censure à tour de bras, mais les problèmes se posent pas que là. C'est-à-dire que par exemple il y a aussi de la censure évidemment à une toute autre échelle, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, mais il y a aussi de la censure en Grande-Bretagne et il y a aussi de la censure en France. J'imagine que vous avez tous plus ou moins entendu parler de ces sites djihadistes qui ont été bloqués administrativement, comme on dit. C'était en février, si je ne me trompe, ou en mars, je sais plus, je me souviens plus de la date. Mais là, on est effectivement dans quelque chose qui doit interroger les gens qui se servent d'Internet tous les jours. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir des contenus à un moment donné dont on estime qu'ils sont illégaux et que donc il ne faut pas que les gens y aient accès. C'est une chose, la question c'est qui le décide. Et ce qui pose problème dans le cas français, c'est pas tant qu'il y ait des sites bloqués, c'est qu'il y ait des sites bloqués sans qu'il y ait eu de procès, sans qu'il y ait eu intervention d'un juge, sans qu'il y ait eu à un moment donné une décision de justice qui dise ce site fait de l'apologie du terrorisme et pour cette raison j'ordonne son blocage. Là en l'occurrence c'est ce qu'on appelle un blocage administratif et c'est donc la police qui décide. Sauf que la police et la justice c'est pas tout à fait la même chose. Il se trouve qu'en plus il y a eu un vrai retour de bâton parce qu'un de ces sites était hébergé par OVH, qui est donc le plus gros hébergeur français, et que la cyberpolice, l'Office central de lutte contre les technologies, contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, ils savent pas faire un whiz. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas à le faire. C'est comme ça que l'a justifié le ministère de l'Intérieur. Mais donc, du coup, tout le monde s'est rendu compte que ce site avait été bloqué. Et maintenant, il y a débat, et y compris, il y a une affaire judiciaire qui est en cours, c'est-à-dire que je crois que c'est le site Numérama qui a déposé plainte au nom donc, du site Islamic News, au motif qu'il considère que ça n'est pas un site qui fait l'apologie du terrorisme. Donc il va y avoir un procès finalement, mais c'est vrai qu'on peut légitimement se demander s'il n'aurait pas mieux valu qu'il ait eu lieu éventuellement avant, de manière à ce qu'au moins il y ait une décision judiciaire sur laquelle s'appuyer. Donc la censure, elle est à géométrie très variable et il ne s'agit évidemment pas de comparer les États occidentaux à la Chine, mais ça n'est pas que l'apanage de régimes qui utilisent la Déclaration universelle des droits de l'homme pour caler la table en gros. Autre problème évidemment, celui de la surveillance. Alors ça, là c'est pareil, on pourrait parler de la Chine qui pratique ça très bien, on pourrait parler de l'Iran qui fait beaucoup ça, on pourrait parler de la Libye qui l'a fait beaucoup sous Kadhafi avec des technologies que lui avait vendues la France. C'est la fameuse affaire Amesis, donc dont là aussi vous avez peut-être entendu parler. Donc filiale de Bull et gros contrat passé avec la Libye pour vendre du matériel d'interception et de Deep Packet Inspection. Donc on pourrait parler de ça, on pourrait parler de la Syrie. Enfin, il y a un tas effectivement de pays assez déplaisants qui pratiquent la surveillance avec des conséquences pour le coup qu'on connaît bien, c'est-à-dire des opposants arrêtés, torturés, certains qui ne sont plus là pour en parler, etc. Et puis, comme on peut aussi éventuellement balayer devant sa porte, le premier truc auquel on pense, c'est celui-ci. Donc c'est tous les programmes, je n'ai plus le compte, mais c'est plus de 180 je crois qui ont été mis en place donc, par l'Agence nationale de sécurité américaine, certains en collaboration avec le GCHQ, donc, qui est son équivalent
en Grande-Bretagne, à la fois pour intercepter des communications, pour collecter des données en masse, pour affaiblir les standards de cryptographie. Ça, c'est plus embêtant quand même, c'est-à-dire que c'est un affaiblissement de la sécurité de tout le monde sur Internet, fait en connaissance de cause. Hein. Donc on a effectivement ce cas-là qui est le plus spectaculaire et dont on continue à parler parce qu'il reste encore des documents qui n'ont pas été publiés. Il y en a même plus qui n'ont pas été publiés que ceux qui ont déjà été exploités, donc c'est dire si on n'en est pas sorti. Et puis alors quand même, pour rester dans l'actualité, je vous ai mis un extrait d'un projet de loi qui est en discussion à l'heure actuelle à l'Assemblée nationale, auquel beaucoup de gens s'intéressent, hein, ces promoteurs comme ces détracteurs. Je cherche des organisations de la société civile qui seraient pour, j'en ai pas trouvé. Il y a pas mal d'institutions aussi, d'autorités indépendantes qui s'inquiètent beaucoup, à commencer par la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, là ça commence quand même à être un peu embêtant, et puis surtout l'actuel président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, c'est-à-dire en gros l'autorité administrative qui contrôle les écoutes. Et lui, il dit que le contrôle qu'il y a dans la loi, c'est pas suffisant. Donc quand c'est le gendarme des écoutes qui dit en fait, ça va pas le faire, on peut considérer qu'il y a débat. Et donc là, vous avez l'article qui a provoqué le plus de levées de boucliers au point que certains hébergeurs étaient prêts à plier armés bagages. C'est celui sur les fameuses boîtes noires, terme qui n'est d'ailleurs pas une invention de journalistes en mal de sensation forte, mais véritablement qui sort de la bouche d'un conseiller du ministre de l'Intérieur. Enfin, les boîtes noires, pour le coup, on ne l'a pas inventé. Et donc, on est là dans quelque chose qui fait véritablement changer la manière dont s'exerce la surveillance. C'est-à-dire que tous les gens qui travaillent sur la question considèrent que la surveillance ciblée, ça peut se justifier. Mais là, on est dans autre chose. Là, on est dans mouliner en masse des données. Et ça, c'est ce qui est en train d'arriver en France avec un dispositif qui, pour le moment, va être expérimental, hein, puisqu'il est censé durer jusqu'au 31 décembre 2018 et être réévalué en cours de route. Mais enfin, on met quand même le pied dans un truc qui, au dire de beaucoup de gens, est quand même assez puissamment désagréable. Alors, autre problème, quand on parle de liberté sur le réseau, là, ce serait plus d'ailleurs des droits, véritablement. C'est la question de la vie privée. J'adore cette image de Mark Zuckerberg, voilà, qui pense que la confidentialité, tout ça, c'est complètement surestimé. Donc je vous ai mis le top 5 des sites les plus visités. Donc en premier Google, en troisième YouTube. Comme c'est la même entreprise, on voit tout de suite ce que ça veut dire. Facebook, Yahoo, et puis Baidu, qui est donc le Google chinois. Ça, ce sont évidemment des entreprises qui agrègent une quantité absolument astronomique de données. Et la vraie question, évidemment, c'est ça. C'est-à-dire qui les contrôle, qui les conserve, pour quel usage. Il y a en ce moment un web documentaire qui a été mis en ligne par Arte qui s'appelle Do Not Track, qui est extrêmement bien fait de ce point de vue-là, c'est-à-dire montrer à un internaute lambda, de manière participative, toutes les traces qu'il laisse en ligne. Dans un moteur de recherche, à chaque fois qu'il se connecte à un site, tous les cookies qui sont installés dès qu'il va sur la page d'accueil de, je sais pas moi, Le Monde ou Libération, hein, parce que, donc balayons devant notre porte, mais effectivement, il y a aussi ce problème-là de tierces parties qui agrègent des données pour pouvoir faire de la pub ciblée. Et puis, effectivement, quels sont les droits des utilisateurs là-dessus ? Il y avait un internaute allemand qui avait fait l'expérience. Il avait donc supprimé son compte Facebook. Et quelques temps plus tard, il avait demandé à Facebook quelles données ils avaient sur lui. Il s'était rendu compte qu'ils avaient tout gardé. Donc ça pose quand même là un sérieux problème. Et le vrai problème, c'est qu'on n'en est qu'au début. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'Apple Watch vient de sortir et qu'elle va être au poignet d'un nombre grandissant de personnes. A priori, ça n'a l'air de rien. Hein, les battements de cœur, le nombre de pas dans la journée, ou ce qu'on a mangé, ou son poids. Les gens de la CNIL disent qu'il faut imaginer ce que ça donne agrégé sur plusieurs années. Voilà.
agrégées et croisées sur plusieurs années. Ça permet de profiler véritablement la santé d'une personne. Donc, c'est pas juste des données de bien-être. Ça va devenir véritablement des données de santé. Et ça, il y a des acteurs qui vont en agréger des quantités effectivement extrêmement importantes. Ça va être le cas d'Apple. Ça va aussi être le cas de Google, qui est aussi sur ce genre de marché. Et puis, il y a des acteurs qui en agrégeront des données peut-être moins importantes en masse, mais qui peuvent véritablement poser problème, parce que la question, c'est qui aura accès. Quand aujourd'hui des entreprises américaines disent nous, on va faire en sorte que nos salariés soient en bonne santé, donc on va tous leur distribuer des bracelets Fitbit. Qu'est-ce qui va se passer le jour où un salarié n'en voudra pas ? Et qui aura accès à ces données-là ? Aujourd'hui, les assureurs sont en train de mettre en place des solutions de modulation de tarifs basées sur la voiture connectée. On ne peut pas faire ça pour la santé pour le moment en Europe. C'est interdit. Voilà, il faut quand même le rappeler. Et notamment en France, c'est rigoureusement interdit. Mais on est quand même dans l'idée que on va du coup s'en servir comme d'une espèce de carotte. AXA a fait ça, par exemple. Distribuer des balances connectées en disant si vous perdez du poids, vous gagnerez des chèques cadeaux pour de la médecine douce ou des trucs comme ça. Et on est à la fois évidemment dans le problème des données, et puis on est aussi dans le problème de la manière dont ça induit des comportements. Moi, personnellement, j'ai pas envie de vivre dans un monde où c'est ma fourchette qui me dira quand je mange trop, où c'est ma montre qui m'expliquera que non, là, il faut pas boire un dernier verre parce que je vais prendre le volant. Enfin, on est dans un truc quand même où on a l'impression d'être véritablement enfermé par la technologie et non pas libéré par elle. Et ça, c'est quand même, à mon sens, c'est quand même le vrai problème qui se pose à nous dans les années, voire dans les décennies qui viennent. Et d'ailleurs, voilà, le dernier point en termes de problème sur lequel je voulais insister, c'est celui-là. C'est la question du pouvoir algorithmique. Alors ça a l'air comme ça un peu compliqué. Vous pouvez aller voir par exemple chez des gens comme Evgeny Morozov, qui est donc un chercheur et chroniqueur biélorusse qui est installé aux États-Unis, qui écrit énormément là-dessus, qui n'est pas un technophobe, contrairement à ce que je peux entendre ici ou là, mais qui est un vrai technocritique, et qui est un technocritique sur le fond, c'est-à-dire sur à quoi servent les technologies, par qui elles sont utilisées, et quelles sont les conséquences, ou quelles seront les conséquences aussi dans la manière dont on va faire société. Et puis alors il y a ma grande chouchoute, qui est donc une chercheuse belge qui s'appelle Antoinette Rouvroy, et qui parle énormément de ça. Pour moi, l'exemple le plus frappant, c'est encore sur la M-santé. Qu'est-ce que ça veut dire quand on explique aux gens que c'est très bien s'ils prennent leur rythme cardiaque régulièrement ou qu'ils font du jogging ou que pour être en bonne santé? Ça veut dire qu'à un moment, on délègue totalement à l'individu la prise en charge de sa bonne santé ou de sa pas bonne santé. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, on va oublier aussi qu'il peut y avoir éventuellement des causes sociétales. Équipons tous les gens qui ont un problème d'obésité de bracelets Fitbit, parce que comme ça, on n'aura pas à faire de politique de prévention et de politique de santé publique. C'est ça que ça veut dire aussi à un moment donné, c'est de quel côté on met le poids sur l'individu face à des questions qui sont aussi des questions collectives et des questions politiques au sens très large. Et ça, c'est pareil, ça fait partie des choses qui sont beaucoup mises en débat aujourd'hui par un certain nombre de chercheurs ou de philosophes, ou voilà, des gens comme Morozov, comme Antoinette Rouvroy notamment, mais parce que c'est des vraies questions qu'il faut se poser maintenant, parce que ça, c'est une constante de l'histoire. La technologie va évidemment toujours plus vite que toute forme de régulation ou toute forme de débat politique. Il y avait une question ou à la fin, ou je sais pas, non, n'importe. N'importe. Ouais. Ah. Oui, je crois que apparemment c'est plus simple. Mais on fera circuler un micro, évidemment. Je vais essayer d'ailleurs de laisser suffisamment de temps pour qu'on ait le temps de débattre. Ouais, ça va. Et alors du coup, la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Et surtout, en réalité, qu'est-ce que vous faites ? Parce que je suis face à un public de gens qui ont les mains dans la technique et les mains dans le code. Alors, c'est quoi, de mon point de vue, les choses importantes pour vous, entre guillemets, même si je n'ai pas de conseils à donner. Mais la première, c'est celle-ci. C'est la question de la neutralité du réseau. Alors, quelqu'un comme Benjamin Bayard, qui a été
qui a été président du premier fournisseur d'accès à Internet en France, enfin le plus vieux, c'est-à-dire, qui s'appelle FDN, dit pour que le réseau intelligent, il faut que les tuyaux soient bêtes. Et c'est assez simple, mais c'est assez parlant. C'est la question de la discrimination des contenus. C'est des débats qui sont assez forts et aux États-Unis et en Europe. Je ne sais pas si vous avez vu ce sketch absolument fabuleux de John Oliver sur la neutralité du net. En réalité, je crois que tout est dit. Enfin, si vous avez besoin d'être convaincu que cette question-là est importante, il faut juste aller voir ce sketch de John Oliver, Net Neutrality John Oliver, dans n'importe quel moteur de recherche. Et il explique ça extraordinairement bien, à quel point, effectivement, un réseau qui discrimine des contenus va systématiquement défavoriser les nouveaux entrants. C'est pas juste une question éthique, entre guillemets. C'est aussi une question économique. C'est aussi, effectivement, parce que ça va empêcher la créativité. Ça va empêcher des petites boîtes enfin, ça empêcherait le nouveau Netflix, quoi, pour aller très vite. Et ça, c'est des questions qui sont effectivement débattues dans des petits cercles et de techniciens et de politiques, notamment du côté de la Commission européenne, mais qui sont quand même assez essentielles. Alors moi, j'ai des amis qui pensent qu'on a déjà plutôt perdu en la matière, mais c'est pas parce que c'est perdu qu'il faut pas continuer à se battre. Personnellement, c'est ce que je pense. Mais effectivement, il y a déjà de la discrimination de contenu. Peut-être vous en avez d'ailleurs vous-même fait l'expérience, parce que vous étiez chez tel fournisseur d'accès et que tout à coup, quand vous vous connectiez à YouTube ou à Dailymotion, ça commençait à ramer sévèrement. Ça allait vachement moins vite. C'est curieux, hein, alors même qu'il y avait des négociations à ce moment-là, comme par hasard. Bon. Le problème de la neutralité du net, c'est celui-là. C'est à quel Internet on va avoir accès? Est-ce qu'il y aura un Internet qui ira super vite pour les gens qui pourront payer super cher, et puis un Internet au ralenti pour les autres? Enfin, c'est vraiment la question de l'égal accès de tous au même réseau, et pas à des réseaux différenciés selon qu'on est chez tel FAI ou qu'on a un abonnement chez tel fournisseur de contenu. Et c'est vraiment ça qui est en jeu. La deuxième question, c'est celle du partage. Alors je ne sais pas si vous êtes familier des guerres picrocolines entre tenants du logiciel libre et tenants de l'open source. Il y en a qui ont un peu suivi ces débats entre Richard Stallman et Éric Rémond. Moi j'ai tendance à penser que sur le fond, grosso modo, ils sont quand même vachement d'accord, et que peut-être des fois il faudrait se détendre un peu, et que le logiciel libre, c'est jamais qu'une transcription politique de l'open source, qui est un principe assez pratique, mais pour le coup ça renvoie très directement aux manières de fonctionner des hackers dès les années 50. C'est-à-dire que pour eux, il était impensable de fermer le code. Tout simplement parce qu'on n'allait pas réinventer la roue à chaque fois qu'on se posait le même problème, quoi. Et qu'il fallait au contraire bâtir sur ce qui était déjà fait, éventuellement forquer quand il y avait des problèmes, etc. Mais en tout cas, que voilà, le code fermé, c'était totalement contre-intuitif. Et ça l'a été en réalité jusque dans les années 80. Enfin, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à fermer le code. Mais dans sa naissance, le code, c'est ouvert. Et donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont tellement attachés au fait de publier en open source, ou d'utiliser des... L'Internet ne se serait pas construit sans des standards ouverts, par exemple. Voilà, tout simplement, ça n'aurait pas vu le jour, parce que les réseaux entre pays ne se seraient pas raccordés. Il faut des normes qui soient les mêmes pour tout le monde et qui soient des normes ouvertes. Et puis l'open data, enfin voilà, open data, open source, les standards ouverts, c'est à la fois ce qui permet de créer, d'avancer, c'est aussi ce qui permet, du point de vue de l'utilisateur qui n'y connaît rien, d'avoir confiance. Et ça, pour le coup, c'est vachement important. Moi, je m'en rends de plus en plus compte, parce que je suis plutôt... ça fait très longtemps que j'utilise personnellement du logiciel libre ou open source, d'ailleurs. Mais depuis que je m'intéresse notamment aux affaires de sécurité des communications, et que je fais de la formation à d'autres journalistes, je me suis rendu compte que ce discours-là portait de plus en plus. C'est-à-dire, comment on sait aujourd'hui, par exemple, qu'un logiciel de cryptographie, on peut être sûr de ce qu'il fait? Comment on peut être certain qu'il fait bien ce qu'il nous dit qu'il fait? La seule manière d'en être certain, c'est qu'il y ait des gens, d'autres gens d'ailleurs, pas forcément ceux qui utilisent au premier chef, mais d'autres gens qui soient en capacité de relire le code. Donc c'est pas juste une affaire de créativité, c'est pas juste une affaire d'efficacité, même tout simplement. C'est aussi une affaire de confiance de l'utilisateur. Et Dieu sait si aujourd'hui, avec tous les scandales de surveillance qu'il y a de part et d'autre, on a absolument besoin de rétablir cette confiance-là. Et puis alors, le dernier point, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les données, la question de donner le contrôle à l'utilisateur. Quand on fabrique des applications, on devrait vraiment avoir ça en tête. Alors là, vous avez donc un site qui s'appelle Terms of Service Didn't Read, et dont le boulot consiste à lire les conditions d'utilisation
un nombre absolument impressionnant de services web. Et de les résumer, en fait, pour quelqu'un qui n'a pas le temps de les lire, parce que je ne sais pas si vous-même avez lu les conditions d'utilisation de Facebook, probablement pas, moi non plus, et pourtant on y est tous inscrits. Bref, TOSDR fait ça, c'est-à-dire prendre appli par appli, regarder, y compris faire appel à des juristes, et donner des notes. Alors là, vous avez un peu le bas du classement, TweetPic. Bon, je suis désolée, hein, j'ai cherché celle qui avait la plus mauvaise note dans les 10 premières que je voyais s'afficher. Parce que TweetPic s'attribue votre contenu, parce que vous ne pouvez pas supprimer le contenu sur TweetPic. Enfin, voilà, c'est en gros, avec TweetPic, l'utilisateur n'a aucun droit. Avec une appli française qui permet de faire aussi du microblogging qui s'appelle SceneThis, par exemple, qui est classée A, l'utilisateur a beaucoup de droits. C'est-à-dire il sait à quoi servent ces données, il peut les récupérer pour lui, et quand il les supprime, elles disparaissent vraiment. Donc cette question du contrôle de l'utilisateur, ça c'est vous qui êtes en plein dedans, parce que c'est les applications que vous allez contribuer à fabriquer. Et ça, c'est une vraie question démocratique aujourd'hui. Ben voilà, c'est d'ailleurs ce que j'avais écrit en dessous. Ça tombe très bien. Et donc, pour conclure, vous avez entendu parler de Lawrence Lessig, certains, Larry Lessig, qui est un juriste américain, et qui a écrit justement ce bouquin qui est un peu qui est devenu une bible pour les gens qui réfléchissent aux impacts sociaux de l'Internet, qui s'appelle... alors le titre, c'est pas Code is Law, c'est Code... Enfin bref, c'est un titre un peu compliqué, mais en tout cas, le résumé, c'est ça. Le code, c'est de la loi. Bon. L'inverse peut d'ailleurs être aussi vrai. On peut considérer que la loi, c'est du code et qu'on peut la modifier, etc. Mais en tout cas, dans ce sens-là, c'est ça que ça veut dire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'architecture du réseau, c'est le code qu'il y a dans les applications qu'on utilise, qui définissent la façon dont nous, les internautes, on vit ensemble dans le cyberespace. Et pourquoi c'est important? C'est parce qu'aujourd'hui, tout le monde est dessus. C'est-à-dire qu'à une époque, dans la deuxième moitié des années 90, on va dire, enfin même on va dire en 95-96, Internet en France c'était un peu un truc de happy few, quoi. On était un gros geek quand on avait acheté un modem et on était entre nous, tout allait bien, on faisait le web alternatif, c'était cool. Aujourd'hui c'est chez tout le monde, y compris d'ailleurs tous les débats sur la régulation d'Internet. Moi j'ai évidemment des copains qui sont dans ces trucs-là depuis des années et que ce discours-là fait braire parce que c'est l'indépendance du cyberespace, etc. Mais le fait est qu'aujourd'hui c'est un espace public, et même en partie c'est aussi notre espace privé, et c'est un espace social. C'est pour ça que moi je dis plus IRL par exemple, parce que ça me paraît absurde. Il y a l'espace physique et puis il y a Internet, mais il n'y a pas la vraie vie et le reste, parce qu'Internet fait partie de la vraie vie. Et donc évidemment aujourd'hui écrire du code, c'est participer à construire aussi cet espace social, et peut-être d'ailleurs même plus, attendez, excusez-moi. Donc c'est participer à construire cet espace social, au moins autant, sinon plus, que les politiques. Est-ce que c'est la Commission européenne qui décide de à quoi Internet ressemble, ou est-ce que c'est Facebook et Google aujourd'hui? Bon. Je pense que à l'heure actuelle, c'est encore Facebook et Google. Enfin, si aujourd'hui Google est devenu la porte d'entrée d'un nombre absolument hallucinant de gens sur l'Internet, c'est parce qu'ils ont fait effectivement un produit qui fonctionne très bien. Bon, au moment où le moteur de recherche s'est lancé, il y avait des gens qui disaient ça marchera jamais. Parce que c'est moche, ça ressemble à rien, etc. Mais sauf que ça marche. Hein ? Bah, on a besoin de moteurs de recherche parce que le web est très 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 grand. Ouais. Parce qu'à l'époque déjà en fait ça commençait à grossir. Ouais. Donc oui effectivement, donc Google, oui à l'époque il commençait à y avoir de plus en plus de sites web et donc on commençait à avoir besoin de se repérer et 2-3 petits mecs de la Silicon Valley ont lancé leur moteur de recherche et il y avait des gens qui pensaient vraiment que ça marcherait jamais parce que c'était pas beau quoi. Bon, il se trouve qu'ils avaient quand même eu une vraie vision et qu'aujourd'hui Google c'est un acteur tellement dominant que en théorie leur velléité de construire, enfin de la manière dont ils aujourd'hui ils construisent justement le cyberespace, moi je la trouve plus inquiétante en réalité que les velléités de surveillance du gouvernement américain au final. Enfin, si on devait, même si on peut pas mettre ça sur le même plan, parce que Google ne met personne en prison, tout de même.
C'est peut-être un jour, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, oui, ils participent à fabriquer la manière dont on appréhende le réseau et dont on navigue dessus. Pas le réseau lui-même, évidemment, mais les pratiques. Quand on travaille dans la presse, on sait par exemple qu'aujourd'hui, la principale porte d'entrée sur les contenus, c'est les réseaux sociaux. Ça n'est plus les sites de presse eux-mêmes. Donc c'est des acteurs nouveaux avec lesquels il faut faire. Et les gens de Google ils ont un projet politique quand même. Enfin, c'est des gens qui disent, je ne sais plus si c'est Larry Page ou Sergey Brin, mais ils expliquent quand même que leur rêve, c'est d'avoir une île quelque part loin sur laquelle aucune loi d'aucun État ne s'appliquera pour qu'ils puissent faire un peu ce qu'ils veulent. Je ne sais pas s'il faut s'en féliciter, mais peut-être pas. Alors ils disent aussi, oui, bah, c'était leur slogan de départ, Don't Be Evil. Bon. Depuis, ils ont beaucoup grossi, je crois. Donc évidemment, ça... Voilà, c'est Spider-Man, et c'est cette fameuse phrase « With great power comes great responsibility ». Donc je voulais effectivement terminer là-dessus, parce que alors aujourd'hui, il y a plein de débats sur est-ce qu'il faut que tout le monde apprenne le code, est-ce qu'il faut faire du code à l'école, etc. Est-ce que c'est devenu une nouvelle langue vivante, et sur le fait que... pour faire des citoyens à peu près capables de se débrouiller dans le monde hyper connecté dans lequel nous vivons, c'est quand même bien qu'ils aient quelques notions d'algorithmique, ne serait-ce que pour être capables de décoder ce qui se passe autour d'eux. Ça, c'est un fait, mais le fait est qu'il y a aujourd'hui des gens qui fabriquent des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, des applications, etc. Et que oui, effectivement, ils ont des responsabilités. Enfin, c'est pas pour faire peser l'avenir du monde sur vos frêles épaules, mais il me semble quand même qu'aujourd'hui, quand on code, on doit se poser des questions éthiques. Et on doit se demander effectivement de quelle manière on participe à la manière dont on vit ensemble et se poser effectivement oui, des questions politiques au sens le plus large du terme, hein, encore une fois. Vivre ensemble dans le même espace, précisément. Et voilà, je crois que j'ai terminé. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai mis un dernier lolcat pour la route parce que quand même. Des questions? Il y en avait déjà une là-bas là, tout à l'heure. Ça c'est une question. En fait, c'est votre métier de regarder ces développements dans le monde du code. Si vous voyez 5 ou 10 ans dans le futur, qu'est-ce que vous voyez dans ce monde-là? Waouh, c'est hyper compliqué parce que moi, j'aime pas trop regarder dans la boule de cristal. En fait, j'en sais vachement rien. Pour moi, il y a des... En fait, ce qui est complexe, c'est qu'il y a plein d'éléments contradictoires. On a d'un côté effectivement une tentation de plus en plus forte des gouvernements, quels qu'ils soient, autoritaires ou démocratiques, de contrôler ce qui circule sur Internet. Ça c'est très clair, on le voit bien dans les discussions qu'il y a aujourd'hui entre le ministre de l'Intérieur français et les géants de la Silicon Valley. Enfin, on sent qu'ils veulent mettre ça quand même un peu... En gros, il faut arrêter que ce soit le bordel, quoi. D'ailleurs, il y avait une phrase absolument fascinante, pour le coup d'un ancien président de la République, lors d'un IG8, je ne sais plus si c'était 2007 en 2008, mais Nicolas Sarkozy avait parlé d'Internet civilisé. Ce qui veut dire qu'avant, on était chez les sauvages, quand même. Enfin, c'est ça que ça veut dire, parler d'Internet civilisé. Donc on sent qu'il y a véritablement une tentation de mettre de plus en plus de cadres et de plus en plus de règles. Ce qui n'est pas totalement illégitime, d'ailleurs. Parce qu'effectivement, c'est chez tout le monde. Mais il faut se poser la question de jusqu'où on va et comment. Enfin, pour moi, aujourd'hui, il y a des débats sur la liberté d'expression qui sont de vrais débats, quoi. Oui, effectivement, Internet, ça change tout parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut dire n'importe quoi sur un réseau social. Et moi, je considère que c'est une immense avancée démocratique. Voilà. Donc évidemment, il faut aussi faire avec le fait que si n'importe quoi, qui peut raconter n'importe quoi, on a aussi des gens très déplaisants qui vont raconter n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Et comment on le traite? Est-ce que ça veut dire qu'il faut systématiquement censurer les contenus? Et où on s'arrête? On commence avec les contenus djihadistes, et puis après ça va devenir les contenus racistes et antisémites, et puis les contenus pro-anorexie, et puis. Donc on a cette première tendance-là, qui est une tendance assez lourde, et pas forcément très réjouissante. On a cette espèce de... C'est un cryptographe américain qui s'appelle Bruce Schneier qui a beaucoup travaillé sur les questions de
sur le scandale de la NSA, qui dit qu'il y a une espèce de complexe public-privé sur la surveillance. C'est qu'on a d'un côté des acteurs étatiques qui font de la surveillance, pour de plus ou moins bonnes raisons, et puis on a effectivement des entreprises qui font de la surveillance de fait, parce que leur métier c'est d'agréger des données pour en faire quelque chose, et qu'aujourd'hui la monnaie d'échange sur le réseau c'est les données. Et quand ces deux trucs-là se rencontrent, c'est là que ça devient un peu compliqué. Alors il y a des mouvements contradictoires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple des Google ou des Facebook, ils en ont un peu marre de passer pour les fournisseurs officiels de la NSA. Donc ils font des efforts. Enfin, tous les fournisseurs de webmail par exemple aux États-Unis sont tous passés en HTTPS. Bon, il y a quelques années, c'était pas le cas. Enfin, on se connectait, on faisait du webmail n'importe où sur un réseau ouvert. Il suffisait que quelqu'un fasse tourner un analyseur de trafic, il récupérait tout. Bon, donc il y a quand même ces tirages-là. Et puis, à côté de ça, on voit bien à quel point, effectivement, l'utilisation même d'Internet en termes de communication entre soi et vis-à-vis de l'extérieur est utilisée pour des trucs hyper enthousiasmants. Enfin, c'est évidemment que les printemps arabes ne sont pas des révolutions Facebook, parce qu'à un moment donné, s'il n'y a pas des gens dans la rue, les dictateurs ne s'en vont pas. Mais la force d'appui que ça a représenté pour pouvoir faire circuler de l'information, ça, c'était quand même assez essentiel. Alors, on a de l'autre côté l'État islamique qui se sert aussi d'Internet pour faire de la propagande. Donc, on est dans une démocratisation de la parole qui a des effets à la fois très positifs et puis effectivement très problématiques de l'autre côté. Donc, après, dire vers où tout ça va aller, pour moi, la question, c'est est-ce qu'à un moment donné, les utilisateurs, c'est-à-dire les internautes, vont véritablement réussir à en faire un objet de débat. Bon. Sur la question des données, par exemple, il y a des tas de débats sur les objets connectés, effectivement, entre des gens qui s'y intéressent, qui sont quand même des petits cercles. Est-ce que tout ça va devenir des vrais débats de société? Est-ce que la liberté d'expression en ligne va devenir un vrai débat de société? Là-dessus, j'en sais rien, mais pour le coup, moi, c'est vraiment ça que je souhaiterais. Quel que soit le sens dans lequel ça aille, il faut que ça devienne des questions politiques. Il faut que, par exemple, la question de la sécurité sur Internet, ce soit une question politique, parce que ça touche tout le monde. Parce que tout le monde fait des opérations bancaires en ligne ou tape ses mails dans Gmail, quoi. Mais pour le moment, moi, ça me frappe beaucoup, par exemple. Je ne sais pas si vous avez peut-être entendu parler de l'IETF, Internet Engineering Task Force. Ça fait partie de ces organismes informels de gouvernance d'Internet. C'est des ingénieurs, en fait, de plein de boîtes mondiales qui se réunissent, on va dire, 3-4 fois par an, je crois, pour travailler sur les protocoles. Voilà, ils sont en train, par exemple, de faire HTTP 2.0, typiquement ce genre de choses. Ces gens-là discutent de comment renforcer Internet. Jusqu'où on met de la crypto partout, etc. Bon, ça va avoir des conséquences, y compris des conséquences concrètes. Et ce truc-là n'est pris en main à l'heure actuelle que par quelques politiques bien informés sur ces questions, autant dire une toute petite poignée, des ingénieurs et quelques journalistes bien informés sur ces questions, autant dire une autre toute petite poignée. Mais ça veut dire qu'on laisse des enjeux politiques aux mains de techniciens. Moi, c'est pas que j'ai pas confiance en eux, parce qu'en l'occurrence, je trouve qu'ils font plutôt bien leur taf, mais ça devrait être des débats publics, ces affaires-là. Et d'ailleurs, ils sont les premiers à le souhaiter. Mais le fait est que pour le moment, ils continuent à parler surtout entre eux. Bonjour. Donc ça prolonge un peu sur cette question-là. Il y a certaines des organisations, genre l'ICANN, qui sont... Enfin, c'est aussi par rapport au fait que Internet est décentralisé, tout ça. Il y a quand même des points qui sont un peu centralisés. Enfin, c'est indépendant. C'est géré par des gens indépendants, mais c'est quand même centralisé. Donc l'ICANN qui distribue les noms de domaine et les IP, entre autres, enfin, ce genre de choses. Après, l'ICANN gère les noms de domaine, mais elle s'occupe surtout de la racine et du .com, hein, si mes souvenirs sont bons. Y a des gros débats là-dessus, notamment parce que... alors c'est vrai qu'historiquement, le réseau s'est développé avec comme ça des organismes informels. Alors il y a l'ICANN effectivement pour les noms de domaine, il y a l'IETF pour les protocoles réseau, il y a le W3C pour le web, qui s'occupe des standards du web. Tout ça effectivement est informel, totalement transparent, il faut le rappeler quand même. Enfin l'ICANN je connais moins bien, mais tout ce que fait l'IETF ou tout ce que fait le W3C, tout ça c'est totalement transparent. Il faut juste avoir le courage d'aller lire
des drafts, voilà. Mais en tout cas, on sait ce qui s'y passe, est complètement ouvert. Et alors, effectivement, il y a eu, autour des sommets, justement, sur la société de l'information, un vrai bras de fer, avec notamment l'Internet Telecommunications Union, l'ITU, qui voudrait bien que tout ça passe sous son giron. Et alors, le truc, c'est que, par exemple, la Chine préférerait que ce soit les États qui gèrent l'Internet, plutôt que des organismes d'obédience américaine. La Russie aussi préférerait. Et puis il y a, y compris en France, des gens qui trouveraient ça mieux, par exemple, y compris quelqu'un qui est quasiment le grand-père de l'Internet, hein, quelqu'un comme Louis Pouzin, qui a bossé sur le projet Cyclade et qui a eu notamment beaucoup de discussions avec les fondateurs du réseau. Il dit c'est l'ICANN, c'est un scandale, etc. Alors c'est vrai que pour la plupart, enfin, l'ICANN est un organisme de droit américain, donc on se dit c'est encore la mainmise du grand Satan sur toutes ces affaires-là, etc. Mais est-ce que c'est pas la moins mauvaise? À l'heure actuelle, j'ai tendance à penser que c'est la moins mauvaise des solutions. C'est-à-dire qu'un organisme des Nations Unies qui serait soumis effectivement aux pressions de la Chine, de la Russie, de l'Iran, etc., pour décider de ce qui se passe sur le réseau, ça serait aussi possiblement une vraie difficulté. Donc c'est très compliqué parce qu'on est effectivement dans quelque chose qui a grandi de manière un peu quasiment spontanée finalement. Tout le monde s'y est raccordé petit à petit, etc. Et puis on a cette espèce de gros machin qui n'a pas de frontières, qui dépend formellement d'aucun État, sur lequel il y a quand même beaucoup d'équipements américains, y compris ce qui peut poser problème, notamment pour ce qui est de l'espionnage. Voilà, c'est à qui appartiennent les routeurs aussi. Enfin bon, tout ça, c'est des affaires compliquées. Mais moi, le modèle de gouvernance actuel, pour moi, n'est pas le pire en fait. Alors, je ne sais pas si je pourrais être classée parmi les libertariens, mais pour moi, il est moins inquiétant qu'un modèle qui serait complètement sous les fourches codines de l'ONU, avec tout ce qu'il peut y avoir derrière, quoi. C'est pas complètement centralisé non plus. C'est un truc comme l'IETF, on y croise effectivement beaucoup d'Américains, mais il y a aussi beaucoup d'Européens. Il y a de plus en plus de gens qui viennent des pays du Sud. D'ailleurs, ils font beaucoup d'efforts là-dessus. Moi, j'ai tendance à penser que leur principal problème, effectivement, c'est qu'ils sont aujourd'hui à scolter avec des difficultés qui concernent énormément de monde, et ils restent qu'entre eux. Et c'est pas entièrement de leur faute, hein, parce qu'ils font vraiment des efforts pour intégrer des gens de tous les pays, pour intégrer des femmes, par exemple, enfin, pour arrêter d'être uniquement entre mâles blancs de plus de 50 ans, pour aller vite. Donc, moi, le modèle de gouvernance actuel, pour moi, n'est pas le plus mauvais qui soit. Enfin, il pourrait y avoir largement pire. Je ne sais pas si c'est une réponse très satisfaisante, mais je n'ai que celle-là. Bonjour. Bonjour. Vous avez évoqué le blocage administratif de sites et notamment la question de la présence ou de l'absence d'un juge dans la prise de décision. Cette question se pose aussi pour les problématiques de surveillance, notamment avec le projet de loi qui passe en ce moment. J'aurais aimé avoir votre avis sur le contrôle qui serait mis en place. Pour dire les choses vite fait, il y aurait la création d'une commission qui pourrait à terme saisir le Conseil d'État. J'aurais voulu avoir votre avis sur cette disposition du texte, parce que ça a été avancé par Bernard Cazeneuve comme argument pour dire qu'il y a effectivement un juge, entre guillemets, dans la prise de décision, sauf que ce serait un juge administratif et un contrôle a posteriori. Alors, le problème, c'est que, en l'occurrence, dans le cas d'espèce, l'argument de Bernard Cazeneuve est plutôt juste. Au sens où contrôler l'activité des services de renseignement, alors d'abord, pendant longtemps, ça ne se faisait pas du tout. Hein. En gros, jusqu'aux écoutes de Mitterrand, il n'y avait rien. Et puis, quand il y a eu quand même un gros scandale, on s'est dit, ah bah, ça serait bien qu'il y ait des gens éventuellement pour y mettre le nez. Et donc, il y a eu création de cette fameuse commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Et le fait est que le renseignement, ça relève effectivement de l'activité administrative, pas de l'activité judiciaire. Moi, ce qui me pose véritablement question, c'est est-ce qu'il est totalement légitime ou pas de décider que toutes les techniques de surveillance utilisées dans le cadre d'instructions judiciaires, les balises, les micros, les keyloggers, les caméras, etc., doivent être transposées
tel quel, en administratif, c'est-à-dire que les services de renseignement puissent y avoir accès aussi. Ça, c'est une vraie question. Après, le fait que le Conseil d'État soit l'ultime recours, oui, dans le fond, ça paraît assez logique, en fait. D'autant que le Conseil d'État n'est pas le moins protecteur en matière de liberté. Le problème, pour moi, il est plus dans les moyens dont va disposer cette fameuse nouvelle Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, CNCTR, qui devrait compter 13 personnes, dont 6 parlementaires, 6 magistrats et un spécialiste des réseaux nommé par l'ARCEP. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'un spécialiste des réseaux nommé par l'ARCEP, c'est absolument pas suffisant pour contrôler ce fameux algorithme qui est censé être déployé chez les opérateurs et les hébergeurs. C'est pas un spécialiste des réseaux nommé par l'ARCEP qu'il faudrait, c'est un bataillon d'informaticiens qui soit capable de lire tout simplement le code. Pour moi, le problème est plus là, et d'ailleurs c'est ce que dit aussi en l'occurrence Jean-Marie Delarue, qui est l'actuel patron de la commission de contrôle des écoutes. Il dit qu'il y a un problème dans les moyens qu'on nous donne. L'autre problème, c'est effectivement que ce soit le Conseil d'État qui soit en dernier recours le garant de tout ça, c'est effectivement assez logique. Mais il y a quand même un autre problème. C'est, imaginons par exemple, moi je suis journaliste et je suis écoutée illégalement. Je fais d'abord un premier recours à la CNCTR, qui ne me dira pas si je suis écoutée ou pas. Tout ce qu'elle me dira, c'est tout est dans les clous ou ah bah non, il y a un problème et donc du coup on a référé, je sais pas, au procureur de la République ou au Conseil d'État, etc. Mais si elle considère que tout est dans les clous, je ne saurais pas ce qui se passe. Bon. Dans ces cas-là, je vais au Conseil d'État. Mais le problème, c'est comme c'est couvert par le secret défense, mon avocat n'aura pas accès aux pièces du dossier. Le problème est plus là, en fait. C'est dans ce à quoi la personne qui considérerait qu'elle est écoutée illégalement aura accès. C'est des questions qui sont compliquées parce qu'en même temps, moi je comprends qu'on ne dise pas à n'importe qui « bah oui, vous êtes sur écoute ». Mais est-ce qu'il ne devrait pas y avoir aussi des délais, des choses comme ça? Et ça, pour le coup, le texte est extrêmement flou sur ces questions-là. Mais l'idée qu'on dise c'est scandaleux, il n'y a pas de juge judiciaire dans ces histoires d'écoute, ça, pour le coup, il n'y en a jamais eu. Et il n'y a pas particulièrement de raison qu'il y en ait. La question, c'est est-ce qu'on donne les mêmes moyens au service qu'à la police quand elle travaille sous la direction d'un juge d'instruction? Ça, c'est un vrai débat, et pour le coup, c'est aussi un vrai débat de société, quoi. Moi, je ne suis pas contre en soi l'existence de services de renseignement. La question, c'est effectivement qu'est-ce qu'on leur autorise ou pas. Et est-ce que ce qu'on est en train de leur autoriser répond vraiment aux problèmes qui ont été soulevés par les derniers attentats ou tentatives d'attentats? Moi, je fais partie des gens qui pensent que non, ça passe un peu à côté du problème. Mais c'est encore un autre débat. Entendu. Juste pour ajouter, le nombre d'experts dans la commission, il est insuffisant. C'est un avis qui est également partagé par le Conseil d'État lui-même. Ah bah oui, ça m'étonne pas complètement, ouais. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour. En fait, je voulais savoir si vous avez eu des informations ou des éléments d'information sur les algorithmes type Minority Report qui pourraient détecter en gros des comportements à risque sur Internet et ainsi filtrer des personnes selon leur utilisation d'Internet et autres. Il n'y en a évidemment pas parce que ça, c'est pareil, c'est secret défense. Donc on n'aura pas de détails. À moins qu'un lanceur d'alerte décide d'alerter un journaliste, par exemple. Et donc il sera détecté. Oups. Non, on ne sait pas comment ça va marcher. Mais alors ceci dit, là pour le coup, je vous renverrai un bon papier d'une confrère qui travaille à rue 89 et qui a fait un article pour expliquer pourquoi cet algorithme sera non seulement intrusif, mais en plus inefficace. Effectivement, c'est censé détecter les signaux faibles. Ça veut dire, mais effectivement, je suis d'accord avec vous, ça veut dire quoi signal faible? Qu'est-ce qu'un comportement suspect? Est-ce que, par exemple, le fait d'utiliser le réseau Tor pour se connecter à Internet est un comportement suspect? Auquel cas, il y a toutes les chances que des gens comme moi, par exemple, qui se servent de ce type d'outils, ressortent en haut, là, et on est ce qu'on appelle d'authentiques faux positifs. Enfin, et il risque d'y en avoir pas mal, quoi. C'est quoi un comportement signant? Alors, le problème, c'est qu'en plus, nous, on est confrontés à des discours de politiques qui, en réalité, ne comprennent pas
complètement eux-mêmes comment ça marche. Donc ils nous disent, mais oui, bien sûr, les services nous disent, il y a des comportements qui sont très spécifiques, de gens qui vont préparer des trucs, etc. Alors est-ce que ça veut dire qu'ils vont se connecter est-ce que se connecter à une vidéo, par exemple, de l'État islamique est un élément en soi incriminant? Mais auquel cas, effectivement, il y a plein de journalistes aussi qui vont se retrouver pris dans le filet. Donc c'est ça qui est très compliqué, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment ça va être utilisé. Le seul truc qui a été effectivement dit au moment du vote de l'amendement en séance, parce que comme les hébergeurs se sont quand même fâchés tout rouge, le gouvernement a rajouté 2-3 trucs, et notamment le fait que ces algorithmes ne sont pas censés tourner sur l'ensemble de ce qui circule sur les réseaux de tel opérateur ou de tel hébergeur. Les gens de chez Gandhi, par exemple, expliquent ça très bien, c'est qu'ils peuvent être amenés à devoir mettre une boîte noire sur un service web, mais pas sur l'ensemble de ce qui passe chez eux. Enfin, en tout cas, c'est la garantie qu'on leur a donnée. Mais bon, si c'est YouTube, ça fait vachement de monde. Enfin, encore faudrait-il en plus que YouTube soit d'accord. Mais même Dailymotion, ça fait énormément de monde. Et effectivement, qu'est-ce qui va remonter? Est-ce que c'est la consultation de tel ou tel site à tel moment, etc. Est-ce que c'est le fait d'utiliser certains logiciels, par exemple, auquel cas tous les hackers que je connais vont effectivement tomber dans le filet, logiquement. Ça, on ne sait pas. Et à moins, effectivement, de quelqu'un qui décide de sortir cette information, on n'y aura pas accès. On n'y aura pas accès parce que ce sera élaboré et complètement classé secret défense. Mais en théorie, en plus, c'est censé être évolutif. C'est ça qui est... pour être efficace, il faut que ce soit évolutif. Sauf que normalement, la CNCTR devra contrôler chaque évolution. Donc, c'est pour ça que en soi, c'est assez contradictoire en réalité, quoi. Merci. J'ai regardé un débat sur le même sujet du coup, et Benjamin Bayard en l'occurrence disait que si on veut pouvoir analyser des comportements qui sont spécifiques, donc par exemple à des terroristes, il faut pouvoir comparer avec l'ensemble des comportements de tout le monde, parce que sinon on peut pas savoir, enfin il faut au moins avoir un référentiel, quoi. Et donc, c'est obligatoire de regarder tout ce qui se passe si on veut savoir si effectivement c'est quelque chose de suspect. Oui, mais alors ça, le truc, c'est que c'est un point de vue d'informaticien, pour le coup. Enfin, c'est un point de vue de quelqu'un qui a réfléchi à la question. Je ne sais pas si c'est exactement... Enfin, moi, honnêtement, je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire d'autre que effectivement de déceler des connexions à tel site, par exemple, pour moi, ou l'utilisation effectivement de technologies particulières, mais ça pose typiquement. Mais je crois que c'était, après jusqu'à quel point il est au courant, mais un des députés qui est pour le projet de loi, le socialiste Eduardo Riancipel, avait l'air de dire que oui, effectivement, utiliser Tor peut faire partie des éléments, des signaux faibles, quoi. Bon, c'est. Moi, je connais énormément de gens, et même de plus en plus de gens qui l'utilisent, et notamment suite aux révélations d'Edward Snowden. Donc tout ça va faire, en théorie, beaucoup de faux positifs, sachant qu'au ministère de l'Intérieur, on nous dit « Ah bah oui, mais en même temps, bon, s'il y a 40 000 personnes qui ressortent du truc, il va falloir qu'on ajuste. » Certes. Mais comment ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah oui, tout au bout. Ou devant. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé de John Lever tout à l'heure. Il y a une autre émission qui est sortie il n'y a pas longtemps. Il a fait une interview d'Edward Snowden, justement. Et il avait fait un petit sondage dans la rue, posé une simple question, qui est Edward Snowden? Et 3/4 des gens aux États-Unis étaient incapables de répondre. Est-ce que c'est pas un peu la source du problème, dans le sens où les gens ne se sentent pas concernés? Si on mettait une caméra dans la chambre à coucher et les toilettes de tout le monde, je pense que ce serait une levée de bouclier. Mais là, le simple fait que cette caméra existe mais qu'elles sont invisibles, les gens en fait ne s'y intéressent pas vraiment. Quelle est la situation en France du grand public par rapport à ces questions-là, et est-ce qu'il y a des pistes pour impliquer les gens plus? Ça, c'est une question extrêmement compliquée à laquelle on est confronté un peu quotidiennement depuis que le texte a été présenté par Manuel Valls. C'est comment, mon Dieu, allons-nous faire pour y intéresser les gens? En fait, c'est là où c'est très compliqué, c'est que d'abord le discours sur
il faut abandonner un peu de vie privée pour être mieux protégé, il fonctionne. Il fonctionne vraiment. Enfin, il suffit de voir tous les sondages qui ont été sortis, c'est toujours la même chose. Est-ce que vous pensez que ce projet de loi est dangereux pour la vie privée ? Oui, à 65-70%. Est-ce que vous pensez que ce projet de loi est utile ? Oui, à 68 à 72%. Enfin, voilà. Donc, l'idée que l'abandon de la vie privée est un mal nécessaire pour être mieux protégé. Ça, c'est un argument qui a vachement porté. Le deuxième élément, c'est que, effectivement, l'immense majorité des gens ne se sentent pas concernés. Et pour faire un peu de provo, j'allais dire, ils ont raison. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose que s'il y avait des caméras et des micros chez tout le monde. Vraiment pas. Enfin, il y aura des micros et des caméras chez peut-être un peu plus de gens qu'aujourd'hui, probablement parce que l'entourage notamment est visé dans le projet de loi. Mais là, on est face à quelque chose de beaucoup plus impalpable et l'immense majorité des gens savent bien qu'eux, ils vont pas ressortir dans les faux positifs puisque de toute façon, voilà, ils vont avoir des vidéos de chatons, ils vont sur Facebook et donc ils ne se sentent pas concernés. Et le fait est que, d'une certaine manière, ils ont raison de ne pas s'en sentir concernés parce que c'est évidemment pas eux que ça va viser au premier chef. Bon, alors il y a toujours l'argument de dire oui, mais si ça tombait entre de mauvaises mains, suivez mon regard, etc. La politique fiction, moi j'ai l'impression que ça porte pas tellement en termes d'arguments. J'ai surtout l'impression qu'en réalité, alors je ne sais pas si historiquement la défense des libertés fondamentales a toujours été un truc un peu minoritaire. J'ai un peu peur que si quand même. C'est que ça mobilise pas forcément les foules. Et le fait est qu'aujourd'hui, ça les mobilise encore moins. Parce qu'il y a l'idée que effectivement, si ça ne me concerne pas moi personnellement, c'est pas grave. Et donc on en est à devoir expliquer à des grands-mères que éventuellement leur petit-fils qui a fait 3 tours à la ZAD à Notre-Dame-des-Landes, éventuellement peut-être un jour sous Sarkozy ou je ne sais quoi. Mais moi mon problème c'est qu'on ne devrait même pas avoir à le faire. Ça devrait être perçu comme une question de liberté publique absolument essentielle. Et ça n'est pas le cas. Enfin, moi à la rigueur je préfère débattre avec des gens qui sont pour le projet de loi que de débattre avec des gens qui n'en ont rien à foutre. Parce que là ça devient hyper compliqué. Et est-ce qu'il y a des pistes ? Je dois dire que en fait, j'en sais rien. Et j'ai pas l'impression. Et c'est un peu désespérant. Mais j'ai surtout... Alors, moi, il y a un argument que j'aime pas du tout dans la communication gouvernementale, c'est de dire, finalement, oui, d'accord, on va utiliser des algorithmes, mais enfin, Google et Facebook font ça tous les jours et tout le monde s'en fout. Bon, ça, c'est l'argument massu. Pour moi, c'est un argument qui vaut pas parce que on n'est pas obligé de s'inscrire sur Facebook ou d'utiliser Google. On ne peut pas se désinscrire de l'État, qui lui peut éventuellement d'ailleurs nous mettre en prison. Ça s'appelle le monopole de la violence légitime. Et c'est quand même une question assez fondamentale. Et on a avec l'État un contrat qui est un contrat social et qui n'est pas une case cochée au bas de conditions d'utilisation. Donc je pense que c'est un argument un peu pourri. En revanche, il est à peu près certain que la perception de ce qui relève du public et du privé, elle évolue. Et elle évolue notamment parce qu'il y a énormément de gens qui passent leur temps à raconter leur vie sur les réseaux sociaux et que du coup, ils n'ont plus vraiment l'impression que c'est privé. Et effectivement, puisque après tout, je mets des photos de mes enfants et de la dernière pizza que j'ai mangée, est-ce que c'est gênant si le gouvernement la voit ? La question pour moi, c'est plus ça. C'est qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, on ait, y compris des gens qui parlent de post-privacy en disant on est en train de rentrer dans complètement autre chose, on va devenir demain tous totalement transparents les uns aux autres. Et c'est pas grave parce que les pouvoirs politiques le seront aussi. Bon, le fait est que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Et que du coup, leur argument est pas super efficace. Mais c'est plus effectivement... pour moi, le problème vient plus de là, quoi. C'est qu'on accorde en réalité de moins en moins d'importance à la vie privée. Et effectivement, il ne va pas y avoir demain des micros et des caméras chez tout le monde. Et je ne suis pas forcément pour faire peur aux gens avec ça, d'ailleurs, parce que le coup des dick pics de John Oliver, c'est très drôle, mais c'est un peu tordre le truc, quoi. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on réussit à faire comprendre que tout ça, c'est aussi des choix de société, quand même, quoi. Mais quand je parlais des caméras et des micros, c'était symbolique, elles sont invisibles parce qu'on sait que la NSA récupère toutes les données. Ils ont leur boîte noire sur les nœuds transatlantiques, tout ça, donc on sait qu'ils pompent tout, après ils font le tri dedans, quoi. C'est ça les caméras en fait. Puis dans l'immense majorité des cas, ils en font rien. Oui. En fait, d'ailleurs c'est ce que disait Snowden. Il dit leur problème, c'est qu'aujourd'hui ils ont trop de données et ils savent pas quoi en foutre. Ce qui est dangereux, c'est que ça implique, il y a des comportements d'autocensure qui sont en train d'apparaître, et ça c'est un gros problème par rapport aux libertés fondamentales d'accès à l'information. C'est que si on s'autocensure parce qu'on se dit ça se trouve ça va ressortir dans les filtres ou je sais pas quoi. Le truc, c'est que c'est ce qu'on appelle le chilling effect, effectivement. Mais en réalité, c'est pareil, ça touche une toute petite minorité de personnes.
Les gens qui ont conscience que effectivement leurs données peuvent se retrouver dormir dans un data center pendant X ans jusqu'à ce qu'éventuellement quelqu'un mette le nez dessus. Mais c'est une toute petite partie de la population. C'est très différent. Enfin, c'est un des chargés de projet du Conseil national du numérique me racontait qu'il avait été en Chine il n'y a pas très longtemps. Et lui, il l'a vraiment ressenti physiquement, le chilling effect. C'est-à-dire, il arrive dans un pays où il sait que voilà, il y a cette fameuse grande muraille électronique qui bloque plein de contenus, et puis que le pouvoir chinois est vraiment à l'écoute de tout ce qui circule sur les réseaux. Et donc, il s'est rendu compte qu'il avait changé son comportement. Effectivement, qu'il faisait attention à ce qu'il tapait dans Google, etc. Mais parce qu'en Chine, c'est tellement visible qu'on peut ressentir effectivement le chilling effect et qu'il y a plein de citoyens chinois qui le ressentent. Le problème, c'est qu'aux États-Unis ou en Europe, c'est beaucoup plus compliqué à faire comprendre, et c'est y compris beaucoup plus compliqué de faire comprendre que cette histoire d'algorithme est moins gênante en réalité dans ses conséquences immédiates que dans sa conception même. C'est l'idée que... alors, il y a quelqu'un qui explique ça très bien sur un sujet qui est un peu voisin, qui est celui des drones. C'est un jeune philosophe qui s'appelle Grégoire Chamaillou, qui a écrit un petit bouquin qui est sorti il y a 2 ans, je dirais 2 ans et demi, qui s'appelle Théorie du drone, qui est absolument passionnant. Et il raconte très bien ça, la manière dont effectivement les drones tueurs de l'armée américaine traquent non pas des personnes, mais des comportements. C'est-à-dire on est réduit à des données. On est réduit par exemple à des trajets. Il y a quelque chose qui tient de la déshumanisation, et dans cette histoire d'algorithme il y a ça aussi, c'est qu'on est réduit à des comportements. Traquer les signaux faibles, c'est ça, et c'est pas très rassurant sur ce sur quoi on est en train d'entrer, mais le problème c'est qu'on va probablement en prendre conscience que tardivement, et à partir du moment où ça va réellement poser problème. Mais pour le moment, même dans le cas de la NSA, je crois que en fait tout le monde est convaincu que la surveillance de masse est un vrai problème, mais on n'a pas de victime connue de la surveillance de masse, par exemple. Ou peut-être une, je crois. Je crois que Jean-Marc Manac en avait repéré un qui s'est fait gauler à partir de ça. Mais c'est rien. Mais c'est pas pour ça que c'est pas un problème. Et voilà, c'est très compliqué de réussir à intéresser à quelque chose qui est abstrait et qui est de l'ordre effectivement des valeurs éthiques, quoi, et qui est de l'ordre de dans quelle société on veut vivre. Est-ce qu'on a envie de vivre dans une société où on fait du pré-crime, quoi. J'ai pas réussi à retrouver, mais j'avais des captures d'écran de pas mal de sites de journaux le lendemain de quand la loi a été passée au Parlement. Et j'avais remarqué qu'en fait, l'article sur la loi, dans la plupart des journaux, il était en tout petit sur la page, etc. On n'en parlait pas vraiment, en fait. Donc je me disais, est-ce que le problème, c'est surtout qu'on ne parle pas vraiment de la loi au grand public, en fait ? Alors là, je vais m'inscrire en faux vraiment très très fort. Non, mais en fait, ça dépend de quoi on parle. Je regarde très très peu la télé, donc je ne sais pas ce qui s'est fait au JT, TF1 ou de France 2, et peut-être pas grand-chose. En revanche, dans la presse écrite et sur Internet, on n'a juste pas arrêté. Moi, je travaille dans un quotidien qui a fait un week-end, un dossier de 8 pages sur le projet de loi renseignement pour expliquer à quel point c'était important. Le Monde a fait sa une le lendemain de la publication du texte. Je me demande si c'était pas entre les premières fuites dans le Figaro et la présentation du texte par Valls. Même le Figaro a fait des articles hyper bien charpentés là-dessus. Etc. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que précisément, les journalistes, mais pour une raison tout simple, c'est qu'on a des sources. Évidemment, quand on parle d'écoute, de surveillance, d'algorithmes, etc., nous, pour le coup, je pense qu'on se sent concerné assez directement, donc c'est relativement facile. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, les journalistes ont énormément travaillé sur le sujet, mais après, il y a une réalité, et qui est une réalité absolument cruelle, c'est qu'on voit le nombre de clics que ça fait sur les sites. Bon. Alors, il ne s'agit pas de savoir si on va faire plus ou moins de clics que, je ne sais pas, moi, une vidéo de Beyoncé, par exemple. Ça, on sait qu'on est perdu. Mais même de manière générale, sur les questions politiques, ce truc-là, il y a plein de gens qui s'y intéressent pas, il y a plein de gens qui ne sont pas concernés, puis il y a plein de gens que ça emmerde. Enfin, voilà, et c'est assez terrible. Mais pour le coup... alors, il faudrait peut-être en parler à des gens qui sont un peu moins impliqués que moi dans l'affaire. Mais du côté des usual suspects, que ce soit la Ligue des droits de l'homme, la Quadrature du Net, etc., enfin, tous les gens qui, en gros, sont partis très très vite sur cette affaire dès que c'est sorti, je n'en ai entendu aucun dire la presse n'a pas fait son boulot. Au contraire.
Moi, je les entends dire, pour une fois qu'il y a un truc qui mobilise les journalistes. Mais y compris sur Canal+, Maïté Nabiraben devant Hollande. Bon, il ne savait pas quoi répondre, c'est un autre problème. Mais elle lui en a parlé. Il y a eu des émissions sur BFM TV, sur iTélé, et même à des heures, il y a eu des trucs à des heures de grande écoute, quoi. Donc non, les médias en parlent, parce que les journalistes se sentent concernés. Mais l'opinion publique, soit elle s'en désintéresse, soit elle estime, dans certains cas nombreux, que c'est nécessaire. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie faillite. Hein. Mais de la même manière que sur le climat, il y a régulièrement plein de trucs à la télé, dans les journaux, etc., sur le fait que le réchauffement climatique, c'est hyper grave et que le Bangladesh va disparaître à terme, etc. Mais personne manifeste. Hein. Enfin, c'est pareil, c'est une question sur laquelle, tant que c'est pas dans mon jardin et tant que chez moi tout va bien... Le micro ne marche pas. C'est bon, oui. En fait, justement, comme vous parlez d'une culture, on essaie plutôt de régler les crimes avant qu'ils arrivent et que les gens ne se sentent pas concernés. Est-ce que ça serait pas plutôt intéressant de faire comprendre que pour le moment, c'est peut-être pas parce que les gens ils disent oh mais moi je fais rien de criminel ni rien, mais leur faire comprendre que justement pour le moment peut-être qu'ils font rien de criminel, mais que si on change, par exemple, si une certaine personne passe à la présidentielle ou je ne sais quoi, il y a peut-être des choses que certaines personnes font qui n'étaient pas criminelles maintenant, mais qui vont l'être plus tard. Si on change, puisqu'on peut faire changer les lois comme on veut, et on peut décider que telle loi, ça soit rétroactif ou je ne sais quoi. Donc, le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui le disent, ça. Enfin, moi, j'ai entendu le président de la Ligue des droits de l'homme dire « Mais imaginez cette loi aux mains de Marine Le Pen, etc. » Il y a plein de gens qui le disent. Et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est vraiment, hein, c'est une question qui est compliquée parce que tous les gens qui s'y intéressent, et que ce soit ceux qui le traitent parce que c'est leur boulot, comme les journalistes, ou ceux qui se battent contre parce qu'ils sont associations, syndicats, etc., on cherche tous comment faire pour intéresser les gens à cette question-là. Alors après, moi, je crois vraiment que le discours sur on a besoin d'abandonner notre vie privée pour être mieux protégé, c'est quelque chose qui a été martelé en fait pendant tellement longtemps qu'il a véritablement fini par porter. Il a véritablement fini par porter. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la communication gouvernementale sur cette affaire, elle est double. Et selon les moments, c'est pas la même. Parce que selon les moments, c'est pas du tout un projet de loi antiterroriste. C'est une loi qu'on travaille depuis 2 ans. Ce qui est vrai, par ailleurs. C'est une loi ça fait longtemps qu'elle est dans les tuyaux. Il y a eu des rapports parlementaires il y a déjà 2 ans, 3 ans, etc. Donc d'un côté, c'est une loi sur le renseignement, c'est hyper important, on va encadrer l'activité des services, etc. Et puis de temps en temps, c'est mais le danger terroriste, qui est du coup mis en avant pour justifier la loi qui porte aussi sur toute autre chose. Effectivement, la prévention du terrorisme, qui va dire c'est scandaleux? Personne. Mais quand on regarde vraiment de près les motifs qui peuvent justifier une mise sous surveillance, ils sont extrêmement larges. Et pour le coup, c'est pas moi qui le dis, c'est Pierre Lelouch de l'UMP et Hervé Morin de l'UDI, qui ont été notamment parmi les plus audibles et les plus virulents pendant les débats à l'Assemblée nationale. Donc oui, y compris d'ailleurs, c'est intéressant de voir que c'est une question qui transcende les clivages politiques. Complètement. Alors après, il y a aussi... c'est toujours plus facile de grogner contre un texte quand on est dans l'opposition, ça c'est bien évident. Il y a des questions de positionnement politique, il y a des gens à qui ça permet d'exister probablement, etc. Mais on voit bien que, par exemple, la droite est complètement cassée en deux, entre d'un côté un Pierre Lelouch qui va dire quand même, on est en train de donner un blanc-seing au service pour des motifs extrêmement larges et qui peuvent quand même inclure beaucoup de monde, et un Éric Ciotti qui pense ou un Estrosi qui pense qu'on est de toute façon rentré dans la Troisième Guerre mondiale et que tous les moyens sont bons. Donc la droite est coupée en deux, la gauche est coupée en deux. Enfin, on voit bien que ça transcende les clivages politiques et qu'effectivement, dès que ça touche aux libertés fondamentales, ça devient sensible. Mais le problème, c'est que dans l'opinion publique, ça ne se ressent pas. Et cet argument-là, qui est effectivement juste, pour moi, il est piégeux, parce que le projet de loi est aussi problématique aujourd'hui. C'est pas seulement... mais même cet argument-là ne porte pas. Parce qu'il y a toujours l'idée que... Alors,
Après, il y a aussi un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que moi, je crois qu'on est aussi dans des sociétés qui ne tolèrent plus le risque. Pourquoi est-ce qu'on s'en remet systématiquement à des programmes ? Mais pas seulement pour détecter des menaces terroristes, mais aussi pour nous dire aujourd'hui, ça serait bien que tu fasses un quart d'heure de footing et que tu manges moins gras. C'est évidemment pas du tout la même chose, mais pour moi, il y a quelque chose de commun dans l'idée qu'on s'en remet à la technologie pour éviter le risque, avec cette espèce de fantasme du risque zéro, où la technologie nous permettrait d'échapper à tous les accidents. Une société où il n'y a plus de hasard. Moi, une société où il n'y a plus de hasard, personnellement, ça me fait frémir d'horreur, mais il y a des gens que ça rassure manifestement. Et du coup, quand on est dans une société qui tolère aucun risque, on fait en sorte, effectivement, de les réduire au minimum, quitte à rogner sur un certain nombre de droits et de libertés. Et on est là-dedans. Et y compris les hommes politiques qui défendent ce point de vue-là ne le font pas uniquement par cynisme, mais aussi, je pense, beaucoup par conviction. Une des obsessions du gouvernement actuel, et elle se comprend, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de nouvel attentat. Donc, ouais. Donc en fait c'est juste ça, c'est juste qu'on entretient une culture de la peur, notamment, enfin, moi je regarde pas la télé non plus, mais je sais que quand je la regarde, j'ai l'impression qu'on essaie toujours de me terroriser et de me faire peur. Et au final, c'est un peu ce qui se passe. Et donc, c'est avec ce genre de loi qu'on entretient la peur des gens, parce que, comme vous disiez, les gens, on leur demande si c'est important ce genre de loi. Et les gens, oui, mais de quoi ils ont peur au final, on ne sait pas trop, parce que des vrais attentats terroristes en France et tout, il y en a pas eu tant que ça en fait au final. Non, mais il y en a eu très peu, mais sauf que là on est dans un domaine où c'est pas du calcul rationnel. Enfin, par exemple, moi j'ai peur de l'avion. Bon. Je me dis avant de monter dans un avion, j'ai beaucoup moins de chances de mourir en avion que chaque fois que je prends une bagnole, ce qui m'arrive vachement souvent. C'est juste, ça marche pas. Hein. Ce qui marche, c'est le Tranxène, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans des choses où c'est le ressenti qui prime. Et un événement comme le 11 septembre a été extraordinairement traumatisant pour énormément de gens, parce que tout à coup, il y avait une capacité d'identification aux victimes qui était extrêmement forte, parce que ça se passait dans une société qui est une société qui est quand même assez proche de la société française, et qu'en plus on avait des images qui étaient quand même extrêmement fortes, etc. Donc oui, ça a été un événement traumatique. Et c'est pas que de la peur entretenue. Je pense qu'il y a aussi il y a aussi ce truc-là on veut à tout prix éviter ça. Donc effectivement, le fait c'est pas anodin qu'il y ait eu de la communication autour d'un attentat déjoué quand il y a un an, tout le monde répétait qu'on ne communiquait jamais sur les attentats déjoués pour pas faire peur aux gens. C'est évidemment pas anodin que ça se fasse. Mais c'est pas qu'une illusion non plus. Enfin, ce que je veux dire, c'est que cette peur-là, qui est un truc qui est pas rationalisé et qui repose effectivement sur des épisodes traumatiques comme celui qu'il y a eu en 2001 ou le plus récent en janvier, c'est aussi des choses qui jouent, effectivement. Le problème, c'est que le rôle du politique, c'est précisément de sortir de ça, justement. C'est de sortir de la peur et non pas de s'appuyer dessus pour faire passer des trucs. Bah oui, je sais bien, ça permet d'être élu, mais ceci dit, c'est probablement qu'ils la ressentent aussi d'une certaine manière. Hein. Et donc ça s'entretient. Mais on est vraiment dans une société où on ne tolère plus l'accident. Surtout quand on a le sentiment qu'on pourrait l'éviter si on en faisait un peu plus. Ce qui de fait marche pas très bien. Enfin. Vous avez parlé de censure à l'Angleterre, quelques exemples, mais est-ce que vous avez quelques exemples de ça? Alors, j'ai plus tout à fait les éléments en tête, mais il y avait notamment de la censure de sites pornographiques. Je parle bien de sites pornographiques, pas de pédopornographie, où il y a effectivement des blocages qui peuvent parfaitement s'entendre d'ailleurs, mais de sites porno. Ouais. Donc, je crois qu'il y avait... Je sais plus exactement où ça en est aujourd'hui, en fait. Mais il y avait eu de gros débats à l'époque en Grande-Bretagne là-dessus, notamment. Est-ce qu'on fait un Internet qui est conforme aux bonnes mœurs ? Voilà. Là, on rentre dans des trucs qui deviennent
Enfin, oui, qui deviennent un peu compliquées quand même. Hein. Il voulait interdire l'encryption. Je ne sais plus si c'est David Cameron qui a dit ça. Ah oui, alors effectivement, il y a eu ce débat qui continue plus ou moins. Cameron pensait qu'il fallait rendre illégaux les logiciels de cryptographie. Ouais. Donc, y compris WhatsApp, par exemple, qui maintenant est chiffré. C'est pour le coup, personne de sérieux ne dit ça. Non, le problème, c'est qu'on peut trouver chez les gens un peu plus techniques l'idée que la cryptographie, c'est absolument essentiel pour sécuriser les communications, mais que si quand même les autorités pouvaient y avoir accès assez facilement, ça serait mieux. Bon, ça porte un nom, ça s'appelle une porte dérobée. Et il y a d'autres gens qui disent que autoriser les portes dérobées, c'est hyper dangereux parce que tu te construis une porte dérobée pour tes petits services à toi et puis ça va être n'importe qui, les Russes ou les Chinois, qui vont s'en servir aussi parce qu'à partir du moment où il y a une faille, il y a quelqu'un qui va finir par la détecter, même longtemps après. Et une fois qu'elle est détectée, évidemment, on s'en sert. Enfin, ce serait quand même dommage de passer à côté d'un truc pareil. Donc il y a effectivement des gens qui sont extrêmement opposés à toute idée de backdoor dans les logiciels. Mais effectivement, du côté des autorités, c'est un truc qui fait de plus en plus son chemin. Enfin, le FBI le demande de manière extrêmement ouverte. L'ANSSI, en France, a un discours mi-chef, mi-chou là-dessus. Non, il faut absolument de la crypto forte et on peut évidemment pas l'interdire, c'est complètement idiot parce que ça ne pénalisera que les gens honnêtes qui s'en servent. Parce que les gens pas honnêtes qui s'en servent, que ce soit interdit ou pas, ils continueront à s'en servir. Donc ils disent d'un côté ça, et puis de l'autre côté, en même temps, le fait qu'il y ait des choses qui soient imperméables aux autorités, c'est gênant. Il n'y a pas 12 000 solutions, quoi. Bon, sachant que par ailleurs, je ne sais pas s'il y en a effectivement parmi vous qui utilisent de la cryptographie, mais dans le cadre d'une enquête, quand on refuse de donner sa clé de déchiffrement, on peut aller en prison quand même. Bon, évidemment, ça dépend des cas, hein, mais c'est un délit de refuser dans le cadre d'une enquête judiciaire, c'est comme refuser d'ouvrir sa porte en cas de perquisition. C'est exactement du même ordre. Donc dire que tout ça, c'est totalement l'anarchie et que c'est pas régulé et que c'est le darknet, la réalité est quand même plus compliquée que ça. Et oui, il y a un cadre légal, y compris à l'usage de la cryptographie, même si l'utilisation est aujourd'hui complètement libre. Bonjour. Bonjour. J'ai une question. En tant que développeur, ce qu'on pourra peut-être faire de mieux pour la liberté, ça serait de créer des outils pour permettre aux utilisateurs de faire respecter plus ou moins de force leur confidentialité. Ça serait ça. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, la plupart des utilisateurs, au final, ça les intéresse peu. Donc la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire, vu que les outils au final existent déjà, hein. Il y a déjà des outils, comme vous dites, la cryptographie, etc., qui permettent d'être relativement en sécurité. Peu de gens les utilisent. Pourquoi ? Pour le coup, pour la crypto, parce que je connais bien, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, il y a une raison hyper simple, c'est que la plupart des interfaces sont imbitables. Bon, j'ai beaucoup ri. Alors, c'était pas en décembre dernier, c'était décembre d'avant, donc 2013. J'étais à une grosse conf de hackers à Berlin, qui est le Chaos Communication Camp, qui est organisé par le Chaos Computer Club, donc le plus gros club de hackers européens. Et il y avait un chercheur en sécurité américain qui bosse pour l'Union américaine des libertés civiles, Christopher Soghoian, qui faisait une présentation et il montrait l'interface de PGP. Donc ce qui sert à chiffrer les emails, en 1996. L'interface de gestion des clés. C'est la même aujourd'hui, la même. Bon. Pourquoi les gens n'utilisent pas de la crypto ? Parce que c'est compliqué. Il y a des contre-exemples hyper intéressants. Moi, par exemple, j'utilise une appli de chiffrement de ma messagerie instantanée qui s'appelle TextSecure. C'est un clic pour l'installer. C'est un autre clic pour faire un échange de clés et point barre. Si on veut vraiment vérifier le niveau de confidentialité en comparant la clé qu'on a avec ce que nous montre notre correspondant, etc., on le fait à la main, machin, ça prend un peu de temps. N'empêche que si on veut s'en servir sans rien y comprendre, c'est 2 clics. Bon. Ça, pour moi, c'est un super bon exemple. Il y a de la crypto dont tout le monde se sert et dont on n'a pas conscience. C'est le HTTPS, typique. Il y a plein de gens qui le savent plus ou moins que quand il y a le petit cadenas, c'est bien. Ça veut dire que a priori ils peuvent communiquer en sécurité avec leur banque ou que quelqu'un qui piraterait leur Wi-Fi pourrait pas lire leurs emails. Mais ça, pour moi, c'est une vraie réussite, le HTTPS.
pour le coup, un truc qui est complètement transparent pour l'utilisateur. Donc, qu'est-ce que les développeurs peuvent faire ? Eh ben, c'est bosser avec des designers pour faire des applis, par exemple, de sécurisation des communications qui ne demandent aucun effort à l'utilisateur. Bon, alors, je sais que c'est un débat. Il y a aussi des gens qui disent « Oui, mais la sécurité, tu comprends, ça doit quand même demander un effort parce qu'il faut réfléchir et parce que sinon, etc. » Bon. Évidemment, quand on travaille sur les documents Snowden, on va se poser plein de questions sur sa sécurité, on va faire hyper attention, y compris on sera prêt à se mettre à des outils vachement compliqués, parce que là, c'est juste une question de pouvoir travailler en toute sécurité sur des choses extrêmement sensibles. Donc il y a des gens qui se donnent beaucoup de mal pour ça. Si on a envie aujourd'hui que le réseau soit de manière générale plus résistant à la surveillance, il faut que tout le monde utilise de la crypto sans s'en rendre compte. C'est aussi simple que ça. Et pour ça, il faut faire des applis faciles. Et le jour où quelqu'un réussira à faire quelque chose pour l'email qui soit aussi bien gaulé et aussi simple à utiliser que TechSecure, eh ben, y a plein de gens qui chiffreront leurs emails. Pourquoi ils ne le font pas ? C'est parce que c'est une purge. Enfin, vraiment. Il faut comprendre clés publiques, clés privées, aller télécharger des clés, vérifier, machin, l'empreinte. Enfin, quel humain normal fait ça ? Moi, ça m'amuse parce que je suis geek, mais ça ne peut pas être un critère. Donc il faut faire des choses simples et qui, en fait, y compris, je ne sais plus qui, une développeuse américaine, je crois, qui disait ça, qui disait si on veut convaincre les gens que c'est utile, on n'y arrivera juste jamais. Donc autant qu'on arrête, on va juste faire des trucs super bien gaulés, rigolos, fun, jolis, pour que les gens s'en servent. Voilà. Même s'ils ne s'en rendent pas compte. Et je pense qu'effectivement, à ce stade, c'est réellement la bonne approche. Il faut faire hyper gaffe sur la simplicité d'utilisation, pas qu'il y ait trop de concepts. Voilà, il faut que ça marche avec 2-3 clics, il faut que ce soit beau. Il y a un autre exemple aussi qui marche assez bien, alors, bon, qui est un peu plus, on va dire un peu plus restreint dans son nombre d'utilisateurs, mais c'est CryptoCat. Je ne sais pas si vous êtes déjà servi de ce truc-là. Pour les gens qui pratiquent le canal IRC depuis la nuit des temps, c'est exactement la même chose. On fait des salons. Bon. C'est joli, c'est rose, c'est bleu, il y a des petits chats. Voilà. Donc, c'est un plugin dans un navigateur, on l'installe, bam, on appuie sur la tête du chat qui apparaît, voilà, on tape le nom d'une conversation, paf, on se retrouve dans un salon avec des gens, on se file rendez-vous. Vraiment, c'est enfantin. Moi, je l'ai montré à des étudiants en journalisme, ils m'ont dit « Ah, c'est super, c'est ça la crypto, c'est cool. » Bon. Voilà. Non, mais vraiment, mais parce que le mec qui a développé ça, donc Nadim Kobeissi, qui est un développeur d'origine libanaise qui maintenant bosse au Canada, il dit « Je l'ai fait pour que ma grand-mère puisse avoir avec moi des conversations sécurisées. » Donc évidemment, il prend quand même un client test qui est au maximum, quoi. Il a l'air de dire que sa grand-mère, bon déjà les ordinateurs, tout ça. Donc il l'a fait en pensant à sa grand-mère. Et effectivement, si vous voulez faire des choses utiles, faites-les en pensant à votre grand-mère. Enfin, sur ce genre de choses en tout cas, sur ce qui est effectivement vraiment pour le coup des enjeux collectifs importants et qui nécessitent de trouver les moyens de mettre ça dans toutes les mains, il faudrait réussir à faire avec ça ce que Jobs a fait pour le smartphone. Tout bêtement. Enfin, tout bêtement. Pas trop, mais... Ah, ouais. Bonjour. Il y a un problème avec tout ça, c'est que par exemple le HTTPS c'est très bien, ça sécurise les données sur le convoi. Mais le problème c'est que comme l'écoute en masse, c'est qu'ils prennent directement à la source. Qui fournit le HTTPS? Par exemple Google, sauf que la NSA se sert directement chez Google. Donc c'est bien pour se protéger pour des individus tiers qui cherchent à atteindre nos données, mais pour une globalisation de la surveillance et de l'atteinte aux données, c'est toujours le problème reste le même. C'est résoudre 1% de la problématique, ces biais-là, de faire ça par ces biais-là. Bah, en fait, ça dépend de quoi on parle et ça dépend, alors là pour le coup, un terme un peu technique, mais ça dépend du modèle de menace, entre guillemets. Bon. Moi, j'ai fait de la formation, par exemple, à des militants des droits de l'homme dans un pays pas très cool. Je leur ai conseillé Google. Mais vraiment, à un moment donné, qu'est-ce qui vaut mieux? Qu'ils aient leur mail sur leurs ordis? Ou chez un fournisseur de mail national, qui est complètement à la botte du pouvoir? Que ce soit loin, dans un data center au fin fond des États-Unis, auquel, pour avoir accès à leurs services secrets, il faudrait quand même que... Bon, voilà. Donc, oui, effectivement, de toute façon, quand on utilise Gmail, on sait aussi que, effectivement, si on veut vraiment être sûr que personne ne va lire nos mails, il faut aller éventuellement voir ailleurs. Mais moi, de toute façon, il n'y a pas de solution magique à rien.
dans la matière. Il faut juste sécuriser partout où on peut. Donc c'est toujours mieux effectivement que ce soit sécurisé entre moi et Gmail, parce que ça évite par exemple si je bosse dans un espace de coworking, qu'il y ait un petit malin qui fasse tourner Wireshark gentiment et puis qui récupère mon identifiant, mon mot de passe et qui lise tout mon courrier. Bon. Ça répond à ce type de problématique. Après effectivement, c'est pour éviter que Google ne lise, il faudrait du chiffrement de bout en bout. Ceci dit, ils sont en train d'y venir. Alors la question c'est qui aura les clés? Est-ce que ce sera chez eux ou pas? Parce qu'évidemment ça change un peu tout, hein, on est bien d'accord. Mais ils commencent à se poser la question parce qu'ils ont aussi des clients qui leur disent non, on voudrait bien avoir confiance en vous. Donc ils sont obligés aussi d'avancer sur ces terrains-là parce qu'ils ont aussi été touchés par un discrédit extrêmement fort. Mais un truc comme TextSecure, par exemple, c'est du chiffrement de bout en bout. À ma connaissance, le truc au milieu qui fait que les gens sont en lien, il n'a pas accès au contenu. Ça me semble plutôt pas mal. Déjà. Et effectivement, on est dans des solutions de ce type-là. Donc c'est sûr que le HTTPS en soi, c'est pas suffisant, mais ça permet quand même d'évacuer déjà un certain nombre de problèmes, ce qui est plutôt pas mal. Et puis après, oui, c'est toujours pareil. Il faut savoir effectivement chez quel fournisseur d'accès on va aller, chez quel fournisseur de mail, quel hébergeur, etc. quoi. Où est-ce qu'on met ces petites affaires. Mais Gmail, ils réfléchissent à implémenter GPG. Enfin, c'est pas juste qu'ils y réfléchissent, ils y travaillent. Donc peut-être qu'effectivement, là, pour le coup, ça serait une démocratisation hallucinante du chiffrement du mail, le jour où ils font ça. Effectivement, la question c'est, est-ce que c'est eux qui ont les clés ou est-ce que ça sera sur l'ordinateur de l'utilisateur? Parce que ça, effectivement, ça fait un changement sensible. Mais en tout cas, ça changerait quand même la donne et ça changerait Il n'y a pas de solution optimale, on peut juste monter de niveau, en fait. On peut juste monter de cran petit à petit et faire en sorte que ça soit moins open bar pour tout le monde, quoi. On va devoir arrêter là parce qu'on va devoir laisser l'amphi pour la conférence qui suit. Je vous remercie tous d'avoir été là et je remercie Amel Guiton pour la conférence.